Voyager en 2021, est-ce encore possible? Si certains ont décidé d'arrêter leur voyage avec la crise sanitaire, d'autres ont continué l'aventure. Ils parcourent les routes du monde avec leur véhicule ou leur sac à dos. Sandy et Mathieu au Chili, Sonia et Gonzalo au Mexique et Pierre et Mathieu en Colombie répondent à toutes nos questions. Et vous allez voir que oui, l'aventure, c'est encore possible. Alors même si l'itinéraire a changé, même si parfois ils ont douté, ils ont su s'adapter pour poursuivre leur aventure. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a arrêté d'être statique mi-juin. Mi-juin, on est reparti de Metencio pour aller vers le nord, jusqu'à San Pedro de Atacama. Et puis là, après c'est un autre style de voyage. Où comment ça s'est passé? Chaque spot, on pouvait rester entre 3 et 1 semaine, voire même plus sur, on prenait notre temps. Sur un spot, on prenait beaucoup plus notre temps. On avait compris à ce moment-là que la crise durerait beaucoup plus longtemps que prévu, donc là on profitait de chaque spot. Et la route, les trajets étaient difficiles parce qu'il y avait encore pas mal d'endroits qui étaient interdits aux touristes, il y avait encore beaucoup de barrières sanitaires, des barrages qu'il fallait passer. Donc dès qu'on se déplaçait, il fallait justifier pourquoi on se déplaçait, d'où on venait, où est-ce qu'on allait. C'était une reprise de voyage un peu plus compliquée, qui demandait plus d'organisation, mais on était super contents de reprendre la route et de retrouver les bivouacs sauvages. Oui, déjà Donc c'était cool. Et en plus on est reparti avec des copains, donc du coup on a fait un bout de chemin à plusieurs véhicules, c'était super sympa. On a repris le voyage le 31 août 2020. On avait une petite appréhension quand même, on se disait que forcément avec la pandémie le voyage allait être différent, peut-être que ça allait mal se passer. On avait très peur de ne pas pouvoir rencontrer les gens, parler aux gens aussi facilement qu'on l'avait fait au début. Et finalement ça n'a pas été le cas. Peut-être parce qu'on a la chance d'en être à la seconde partie de notre tour du monde, qui est l'Amérique latine, avec un tempérament du coup des habitants qui est latino, latin, et il y a un côté, comment dire, il y a une volonté de bien vivre, il y a une volonté de parler, de rencontrer les gens, de discuter, de faire la fête, qui continue à exister même en période de pandémie. C'est peut-être plus calme aujourd'hui en Asie. Déjà en temps normal en Asie, le contact n'est pas toujours hyper évident. En Amérique latine, franchement, en dehors du port du masque et de la distance sociale, on ne voit pas de grosses différences et on peut continuer comme on veut, donc tout se passe bien. Alors le voyage, nous l'avons repris depuis, au mois de mai. Au mois de mai, on a commencé à voyager à l'intérieur de l'Uruguay parce que heureusement, on pouvait circuler librement en Uruguay. Il n'y avait pas de quarantaine ni rien du tout. Alors on a circulé. Depuis le mois de mai, on a repris notre voyage. Voilà, ça s'est bien passé, à part le fait qu'on n'avait pas prévu de rester tout ce temps en Uruguay, ni de passer l'hiver uruguayen en camping-car. Ouais. Donc à l'intérieur de l'Uruguay, comme disait Gonzalo, on pouvait se déplacer librement, donc ça s'est bien passé. Après, le seul problème pour nous, c'est qu'on ne pouvait pas sortir, donc on ne pouvait pas aller vers d'autres pays. Pas vraiment. Non, pas vraiment, non. De toute façon, on n'est pas très grande ville. On passe la grande partie de notre temps dans la nature. En nature, ouais. Donc, pas vraiment. On a passé du temps à faire des workaways, c'est des volontariats. Donc, on a rencontré des super chouettes familles. Ouais. C'était cool. Et voilà, sinon, ça n'a pas tellement changé. Non. Forcément, on voyage différemment depuis la reprise, non pas parce que c'est une reprise, mais parce que la pandémie existe toujours à travers le monde, et notamment en Amérique latine. Donc oui, on voyage différemment, on doit porter le masque évidemment comme partout dans le monde, on doit faire très attention évidemment aux liens sociaux que l'on peut établir, même si c'est très chaleureux en Amérique latine, mais on fait quand même attention à la distance sociale. Les habitants eux-mêmes font attention, donc on respecte les règles de chaque pays. Au-delà de ça, comme tout le monde est un petit peu dans le même bateau, si on peut dire, on essaye de vivre comme notre première partie de Tour du Monde, c'est-à-dire vivre
avec les gens, et tout en respectant les coutumes, les traditions, et en respectant donc les gestes sanitaires qui sont évidemment indispensables dans cette situation. On voyage beaucoup plus lentement. Beaucoup plus lentement. Après, au début, c'était très procédurier pour passer les barrages de région, etc., faire des papiers, des trucs. Donc c'est un peu différent, forcément. Mais bon, c'était chouette. Mais au final, on se débrouille. Pour l'instant, l'itinéraire n'a pas changé. On touche du bois. On a de la chance parce que le pays qui suivait après le Japon, c'était le Mexique. Que le Mexique n'a jamais fermé ses frontières, n'a jamais posé des restrictions majeures. Et quand on a estimé qu'on pouvait repartir parce que la situation sanitaire était meilleure au Mexique qu'au cœur de l'été, donc fin août, quand on est reparti, on a pu poursuivre dans le pays suivant notre itinéraire. Quand on était au Mexique, on a eu la chance, la bonne nouvelle, que la Colombie rouvre ses frontières à son tour. Et donc on a pu poursuivre en Colombie comme on avait prévu de poursuivre en Colombie. Il en a été de même avec le Pérou, qu'on doit rejoindre dans quelques jours. Et on espère que ça sera pareil dans les semaines, les mois qui viennent, jusqu'au bout de l'itinéraire qu'on avait envisagé. Les plans ont changé. Il n'y a plus d'itinéraire. Mais au début, sur l'itinéraire initial, on devait passer 2-3 semaines au Chili. Ça fait 8 mois qu'on y est, on a à peine visité la moitié, je pense. Donc oui, ça a bien changé. Après, on vit au jour le jour maintenant. Notre premier plan, c'était d'aller vers le nord pour essayer d'aller au Pérou en se disant que ça allait rouvrir. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint San Pedro d'Atacama. On y a passé 1 mois et demi. Et là, on a remodifié l'itinéraire parce que rien n'ouvrait. Donc maintenant, on redescend vers le sud. Donc vraiment, là, on peut dire qu'il n'y a plus d'itinéraire. C'est au jour le jour, en fonction des locaux qui nous parlent d'un endroit qu'il faut aller voir, on va le voir. Si là, il fait beau, que les enfants ont envie de profiter de la plage, on profite de la plage. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'objectifs. On se tient au courant des nouvelles et on s'adapte. C'est ça. Exactement. Oui. Parce qu'au départ, c'était prévu d'aller jusqu'en Colombie, et puis en Uruguay, ça faisait 9 mois qu'on était coincés, les frontières étaient fermées, et puis ça n'allait pas s'ouvrir. Et on a décidé de venir au Mexique. On a shippé le camping-car depuis Montevideo jusqu'à Veracruz, il est en mer actuellement, et nous on est venus en avion, et on se trouve maintenant à Puerto Morelos, à 30 km au sud de Cancun. Voilà, on a loué un appartement pendant qu'on attend l'arrivée de notre véhicule pour pouvoir continuer à voyager au Mexique. Voilà. On a pris cette décision parce qu'on avait vraiment envie de changer de pays, de paysage, de couleurs, de climat. On avait envie vraiment d'un changement. Ouais. Au jour le jour. Freestyle. Freestyle. Non, freestyle, surtout qu'on est en Amérique du Sud, on est dans des pays qui communiquent pas trop sur... On a peu d'informations sur ce qui se passe. Sur la situation, sur l'avenir, donc freestyle total. Ici au Chili, ça se passe par région, où ils ont découpé ça en 5 passos. C'est un plan pas à pas. Et voilà, où toutes les semaines, la région peut être en quarantaine ou en phase 2, phase 3. Donc on s'adapte à tout ça. Ce qui a changé, c'est que toutes ces frontières, on aurait aimé les passer par voie terrestre la plupart du temps. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup en Asie. Et aujourd'hui, en Amérique latine, les frontières terrestres ne sont pas ouvertes. Donc on est la plupart du temps contraint de prendre un avion pour rejoindre le pays suivant. Et c'est un peu dommage. Mais dans un monde très compliqué en ce moment, c'est un petit problème par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, par rapport aux autres conséquences qu'on aurait pu craindre. Alors nous, comme je disais, ils ont toujours été instruits en famille, donc on avait déjà l'habitude de vivre H24 avec eux, enfin moi du moins, parce que Gonzalo il travaillait avant qu'on parte en voyage. Donc facile ou pas, mais pareil que dans une vie sédentaire finalement, des moments faciles, des moments moins faciles, mais heureux de vivre en famille. On changerait pas ça pour rien au monde. Et puis ils étaient heureux aussi de reprendre le voyage. Et puis quand on aurait annoncé qu'on venait au Mexique, ils étaient partants. Et puis on a dit très contents aussi. Tout ce qu'on allait visiter, on allait connaître. Et puis qu'on allait rencontrer d'autres familles, parce que un choix qui a été fondamental dans notre choix du Mexique, c'est que l'instruction en famille ici au Mexique est légale.
Alors, on va rencontrer plein de familles qui font le homeschooling. Parce qu'il faut savoir qu'un des fils de notre voyage, c'est de rencontrer des familles qui instruisent en famille dans les différents pays que nous traversons. Donc on les contacte via les réseaux sociaux, des groupes dédiés à l'instruction en famille. Et du coup, on fait comme ça de très belles rencontres dans chaque pays. Facile ou pas? Muy facile, muy facile. Eux, ils n'ont pas été perturbés le moins du monde. Ils s'éclatent chaque jour. En fait, on se rend compte que pour eux, peu importe qu'on soit au Chili, au Pérou ou en Alaska, ils s'éclatent. Pour eux, ils s'amusent, ils sont avec nous. Ce qu'ils aiment, c'est la plage pour faire des châteaux de sable, faire des randos. Donc, pour eux, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est ce qui nous aide aussi beaucoup à relativiser, c'est qu'on les voit heureux tous les jours. Ils sont contents de se lever, ils sont contents de voyager ou de rester sur le spot où on est. Non, c'est top. Donc, puis bon, on a quand même WhatsApp pour faire les visios avec les cousins, avec les cousines, la famille, les grands-parents. Donc ça aide quand même beaucoup. Eux, ils nous ont jamais d'ailleurs parlé de rentrer en France ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment, ils s'épanouissent totalement dans cette vie itinérante. Alors j'en réfléchis parce qu'il y en a tellement. Peut-être un site particulier qui nous a touché, marqué, c'est Varanasi en Inde. C'est le site sacré pour les hindous où ils vont mourir. C'est la tradition. Voir Varanasi et mourir, c'est un petit peu aussi la devise de la ville parce que ça porte bonheur, si on peut dire, de mourir à Varanasi, puisqu'on termine les cycles de la vie hindoue et donc on passe directement au paradis. Mais Varanasi, c'est vraiment un état d'esprit, une chaleur dans tous les sens du terme, puisque c'est là que l'on brûle les corps avant de les jeter dans le Gange. C'est aussi des odeurs, évidemment, comme partout en Inde, mais là les odeurs sont encore plus fortes. Et c'est toute la tradition, toute l'Inde qui vient se retrouver à Varanasi. En plus, les rues sont assez étroites, c'est très mal éclairé. Il pleut, on y était dans une période où c'était vraiment très particulier. Alors, en tout cas, voilà, c'est un site qui est particulier en lui-même et qui était encore plus particulier dans les conditions dans lesquelles on l'a visité. C'était au mois d'août ou au mois de septembre de l'année dernière. Torres del Paine. La question est très dure. Perito Moreno, San Pedro de Atacama. Moi, je dirais Perito Moreno. Salar de Pedernales. Mais après, oui, tellement de. Il y a tellement de pépites dans ce continent, on ne pourrait pas en citer qu'un. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Un coup de cœur, c'était le sud du Maroc, tout le sud du Maroc. C'était magnifique, les gens adorables. Et puis la carretera australe. On a fait un mois la carretera australe, on a vraiment adoré cet endroit. Là aussi c'est compliqué. La première fois on a vu les baleines peut-être, sur un tout petit bateau, tous les quatre. On partait voir des lions de mer et des pingouins qu'on avait déjà vus à moult reprises. Et on est tombé sur les baleines. Et là en rentrant au port, on tombe sur 5-6 baleines et on les suit pendant une demi-heure. Ça c'était magique. Ouais. Sur une petite barque. Ouais, très bel instant. Compliqué le meilleur souvenir quand même, parce qu'on a beaucoup de souvenirs depuis 1 an et demi. On n'a pas trié tout ça, on n'a pas classé tout ça. Non, je pense que dans chaque pays, on a d'excellents souvenirs. Je pense qu'on retient le plus, ça reste les rencontres. On a fait beaucoup de rencontres, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie du Sud-Est. Encore aujourd'hui en Colombie, en Mexique, voilà, il y a beaucoup de rencontres, des liens qui se nouent et c'est des gens dont on sait que on va garder contact avec eux, on sait qu'on va on va peut-être les revoir, en tout cas on continue à échanger des nouvelles. Donc les meilleurs souvenirs pour l'instant c'est des personnes et c'est des personnes avec qui on s'est lié d'amitié. C'est difficile de faire un choix, mais toutes les rencontres qu'on a fait au long du voyage, et puis en tout cas pour notre fils Diego, l'aîné, c'était sa truite de 9 kilos qu'il a pêchée au lago Cochrane à la carretera australe. Ça lui restera marqué. Ça restera à vie, il en parle encore. Voilà. Probablement au fin fond de la Birmanie, dans un village qui est situé sur le lac Inle,
le lac Inle est très touristique, mais on a trouvé un petit village vraiment à l'écart, et encore plus à l'écart de ce village, il y avait un monastère où ne vivaient que 2 moines, dont le plus âgé était là, vivait là, faisait partie des meubles depuis 45 ou 50 ans. Il nous accueille en français. Il n'avait jamais quitté son monastère. Il nous accueille en français, dans un français impeccable. Et il nous parle de Brigitte Bardot, de Jacques Chirac. Il nous a énuméré tous les présidents de la Ve République. Il nous a énuméré tous les derniers grands événements vécus en France, de la Coupe du Monde aux derniers attentats, malheureusement. On lui demande comment il a appris le français. Il a appris le français uniquement en lisant de vieux Paris Match et en écoutant éventuellement, quand il arrive à capter quelques bribes de radio sur les grandes ondes. Mais c'était une rencontre vraiment assez étonnante dans ce pays où il était un peu compliqué à certains moments de discuter avec les habitants. Mais ce moine qui vient nous parler de la France et en français, et venir nous offrir, je ne sais plus ce qu'il nous a offert, des petits gâteaux, etc., un thé, etc. C'était assez étonnant, voilà. Il y en a eu plein, ça serait vraiment difficile de choisir, mais vraiment les plus marquantes à chaque fois, c'est quand on rencontre des familles qui instruisent en famille dans les différents pays. On en a rencontré plusieurs en Argentine qui nous ont, surtout celle de Leda, qui nous ont beaucoup marqué. Ça, c'est des moments très forts pour nous et pour les enfants. Et sinon, une très belle rencontre avec d'autres voyageurs qui sont devenus de vrais amis par la suite. Une famille de voyageurs suisses, les Cominam Sud. Il y en a trop. Oui, ça dépend. Autant on a rencontré des super voyageurs, je pense qu'on le croisera même en France, que de locaux aussi avec qui on a sympathisé, et avec qui on est toujours en contact au quotidien, qui nous demandent des nouvelles, qui nous ont donné des endroits super sympas à visiter. Moi, je retiens quand même une super soirée qu'on a passée à San Pedro d'Atacama avec des locaux et des voyageurs. Il y a une super soirée au camping et ça, c'est vraiment, je crois, pas une rencontre marquante, mais vraiment mon meilleur souvenir de partage avec des Chiliens, des non-Chiliens. Enfin, vraiment, c'est une soirée géniale. Je suis sûre qu'on va penser à la même. Franchement, jusqu'ici, on n'a pas eu trop de galères. On a juste pelleté 7 heures dans le sable pour se dégager dans les dunes. Après, oui, effectivement. Ouais, je pense que cet ensablement, c'était la pire galère. Au total, on a dû creuser et construire une route pendant 6-7 heures. Ouais, on a pensé qu'Oscar était un 4x4. En fait, on a été s'installer dans les dunes. Dans les dunes. Et en fait, fin de soirée, on s'est retrouvés sur 3 roues. À dormir la tête en bas. À dormir la tête en bas parce qu'on commençait à fatiguer, s'énerver. On s'est dit bon, on arrête tout parce qu'on avait le pont arrière du camping-car qui était quand même au sol. On s'est dit là, on fait n'importe quoi, on va tout casser. Et on a repris le lendemain et oui, après quelques heures. Et merci Amandine et Hugo pour l'aide. Et petite dédicace, aux Marseillais qui nous ont bien aidés avec leur 4x4 pour sortir Oscar de là. Ouais, c'est une grosse galère, mais ça nous fait des bons souvenirs. Mais bons souvenirs, ouais. Et ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts sur le camping-car. Donc on en rigole maintenant. Ouais, mais maintenant on fait plus attention. Les galères, il y en a eu plein. Il fait pas toujours beau autour du monde, parfois il pleut beaucoup d'ailleurs. Les trajets se passent pas toujours très bien, les hôtels sont pas toujours aussi bien qu'on l'aurait pensé. S'il fallait retenir une galère, je pense c'est une galère de transport, et je pense à un bus. Un bus pour quitter la Birmanie, donc un bus où on a fait le sud de la Birmanie, qui est ouvert depuis maintenant quelques années seulement aux étrangers, et où les infrastructures restent quand même assez limitées. On devait rejoindre la Thaïlande, donc par l'extrême sud de la Birmanie, et on a pris un bus qui a dû durer une vingtaine d'heures à peu près, un bus de nuit où rien n'allait, et on en a eu des bus, mais alors celui-là il était bien gratiné. Il nous avait mis dans le couloir central des sacs de poissons séchés, autant dire qu'au bout d'une heure de bus on sentait tous le poisson séché, et pour longtemps ensuite. Mon siège à moi était cassé, et le dossier et l'assise, donc j'ai passé la nuit, parce que c'était un bus de nuit, à tenir
mon dossier pour pas tomber sur mon voisin de derrière et mon assise pour pas tomber par terre. Toi, t'as bien dormi, étonnamment. Étonnamment. Mais voilà, rien n'allait dans ce bus. Les passagers qui étaient au fond n'avaient plus de siège parce qu'il y avait trop de cartons. Ils ont fait les 20 heures de bus sur les cartons. Un passager a perdu son portefeuille pendant une pause pipi. On s'est arrêté en pleine nuit au milieu de nulle part pour réveiller quelqu'un dans un village pour qu'il parte avec cette personne rechercher son portefeuille là où on avait fait la pause pipi 1 heure plus tôt. Enfin bon, c'était interminable, c'était très long, c'était très inconfortable et c'est très chouette à raconter aujourd'hui. On en rigole beaucoup à chaque fois qu'on en parle. C'est quand on est revenu en Uruguay à Salto, on est rentré par Salto et puis on a cassé la masse arrière gauche que ça n'existait pas la pièce. Alors on a passé 10 jours coincés dans un garage et heureusement on avait un ami, un ange gardien, qui a fait tout le nécessaire pour con un mécanico tornero, je ne sais pas comment on appelle ça en français, un mécanicien tourneur qui nous a fait la pièce vraiment comme d'usine quoi. Et puis sinon au garage ils nous proposaient pas, la pièce n'était pas là. La pièce était introuvable. Alors on pensait qu'on allait y rester à Salto pendant des mois. Ah ça, il y en a plusieurs. Si, celle du pêcheur. Bon, faut recadrer un peu le truc. On est en Argentine, Patagonie. Ouais. Petit spot, on est en franchement, il y a pleine nature, il n'y a pas un pélo. Au bord d'un lac. À 10 km à la ronde. On se gare près d'un lac. Et là, la nuit commence à tomber. Un 4x4 arrive et se gare collé au camping-car. Mais collé, quoi. Allez, 30 cm. Je regarde par la fenêtre, je me méfie un peu, je regarde ce qui se passe. Les vitres du 4x4 sont semi-teintées. On arrive un peu à avoir des mouvements à l'intérieur. Surtout, on a vu un reflet. Et là, on voit un reflet. C'est une grosse lame de couteau. Ouais. Quelqu'un qui nettoie une énorme lame de couteau. On s'est dit, on va mourir, il va nous égorger. Alors là, c'est bon, on s'est dit, notre vie se termine ce soir. On prend les couteaux de la cuisine. On va essayer de faire ça bien. Déjà, on ferme le camping-car, on met des couteaux devant le camping-car, à l'arrière du camping-car, on se prépare. Tu sors la grosse croix pour les pneus. La grosse croix pour démonter les pneus, j'ai tout, je suis prêt au combat. On attend, c'est long, des longues secondes, mais on a l'impression que c'est 10 minutes. Et là, le mec sort du 4x4. Et en fait, c'est un pêcheur. Sa canne à pêche, sa mallette de pêcheur et son couteau pour les poissons. C'est un pêcheur, il va pêcher. Et là, son couteau pour couper les poissons, quoi. Et on s'est senti bien bête. Mais adrénaline qui est montée au max. Pas mal. C'était drôle. Il y en a eu 2-3 des anecdotes comme ça. Des petits flips. L'anecdote, c'est au Maroc que l'alcool est interdit à la vente. Un soir à Tiznit, je voulais acheter des bières et puis je suis sorti le soir, la nuit presque. Et puis j'ai demandé à un surveillant d'immeuble, il dit oui, viens mon ami, viens. Et puis il m'a amené dans des trucs, dans des ruelles tout noirs. Il m'a monté dans une voiture. On est à fait je sais pas combien de kilomètres. On est rentré dans un machin tout caché. Il y avait plein de monde, on achetait des bières et puis Il est revenu avec des bières et du vin. Une heure et demie après, je suis revenu, je me suis dit, oh là là, dans quelle galère je me suis mis. C'est en Angleterre et en Écosse, les anecdotes, chaque fois que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai beaucoup parlé, je disais hello à tout le monde, mais je ne parle pas anglais. Alors je sais dire 2-3 mots et puis voilà, à chaque fois, au bout de 30 secondes, je devais faire au secours Sonia, aide-moi. Parce que je ne pouvais pas communiquer. Elle, c'est Ainoa. Et c'est Ainoa. Hola. On est le 23 décembre. On arrive à Bangkok avec les parents de Mathieu qui venaient de nous rejoindre pour passer les fêtes de Noël tous ensemble. Il y a 2 amis qui doivent arriver aussi pour nous rejoindre le lendemain. On décide de découvrir évidemment Bangkok by Night et donc on part avec Mathieu, on laisse les parents à l'hôtel et on part vers 23h, peut-être minuit dans les rues sulfureuses de Bangkok et au détour d'une rue justement assez sulfureuse, on voit une silhouette au loin s'approcher, en tout cas venir vers nous et là je regarde Mathieu et je lui dis mais ce serait quand même assez étonnant
que Dominique Strauss-Kahn se retrouve là, précisément, à cet endroit-là, à Bangkok, face à nous, mais pourtant, la silhouette peut correspondre au personnage. On avance, il s'avance vers nous, et c'était Dominique Strauss-Kahn qui se trouvait là, à pré-fêter les fêtes de Noël, avec son ami de l'époque, dans les rues de Bangkok. Dans les rues chaudes de Bangkok. Dans les rues chaudes, hein, voilà, de Bangkok. C'était un peu le cliché, mais ça donnait un petit grain supplémentaire à notre soirée, qui a été aussi assez mouvementée.